ma fille adoptive a gaspillé toutes nos économies avec son petit ami voyou, et mon petit-fils de 13 ans les a fait pleurer. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et partagez dans les commentaires ce que vous ressentez en lisant cette histoire de trahison et de rédemption. Vos mots pourraient aider quelqu'un qui vit une situation similaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui changent la vie. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 68 ans, et voici l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus belle de ma vie. Une histoire qui commence par la trahison de quelqu'un que j'aimais comme ma propre fille, et qui se termine par la sagesse d'un garçon qui m'a rendu ma dignité quand je pensais l'avoir perdue à jamais. Je vis à Lyon depuis 50 ans, dans une maison de 3 étages dans le quartier de la Croix-Rousse que j'ai acheté pierre par pierre, en travaillant comme mécanicien chez Renault pendant 45 ans. La même maison où j'ai élevé ma femme Sylvie, où nous avons adopté Camille quand elle n'avait que 8 ans, et où plus tard est né mon petit-fils Lucas, le fils de Camille. Notre maison a toujours eu une âme. Les murs couleur crème du salon sont remplis de photographies, Sylvie et moi le jour de notre mariage en 1978, Camille soufflant les bougies de son premier anniversaire avec nous, Lucas faisant ses premiers pas dans notre jardin. Chaque coin raconte une histoire, chaque meuble porte les traces d'une vie vécue ensemble. Sylvie est partie il y a 3 ans, emportant avec elle le parfum du café du matin et le son de son rire qui remplissait chaque recoin de cette maison. Elle était le cœur battant de la famille, celle qui se souvenait des anniversaires, qui préparait les déjeuners du dimanche, qui savait toujours quoi dire quand quelqu'un avait besoin de réconfort. Son fauteuil de velours bleu dans le salon est toujours là, et parfois je me surprends à lui parler comme si elle était encore assise là avec sa broderie à la main. Mais Sylvie m'a laissé 2 trésors, Camille, que je considérais comme ma propre fille, et Lucas, un garçon de 15 ans avec les yeux intelligents de sa grand-mère et un caractère réfléchi qui me surprenait souvent. Camille avait toujours eu un caractère impulsif. Enfant, elle tombait amoureuse de tout, des chiens errants qu'elle trouvait dans la rue, des histoires des livres qu'elle lisait sous les couvertures avec sa lampe de poche, des rêves impossibles qu'elle dessinait dans ses cahiers. Sylvie disait toujours, « Pierre, cette petite a un cœur trop grand pour son bien. » Je ne savais pas à quel point elle avait raison. Je me souviens encore du jour où nous l'avons adoptée. C'était une petite fille maigre, avec des cheveux châtains toujours ébouriffés et de grands yeux qui semblaient avoir vu trop de choses pour son âge. Elle venait d'une famille à problème, et quand les services sociaux nous l'ont confiée, elle ne parlait presque jamais. Pendant des mois, Sylvie et moi avons travaillé pour gagner sa confiance, un sourire à la fois, une caresse à la fois. Le premier papa qu'elle m'a dit était après 6 mois, quand elle s'était blessée en tombant de vélo dans la cour. Elle courut vers moi en pleurant, et quand je l'ai prise dans mes bras pour soigner son genou, elle murmura, « Papa, ça fait mal. » À ce moment-là, j'ai compris qu'elle n'était plus l'enfant des autres, elle était ma fille, et le serait pour toujours. Après la mort de Sylvie, Camille était devenue encore plus fragile. Le divorce du père de Lucas l'avait laissée seule avec un adolescent et un travail à temps partiel comme vendeuse dans un magasin de vêtements rue de la République. Elle gagnait à peine 1 000 € par mois, et avec le loyer de son petit appartement dans le 7e arrondissement, l'argent ne suffisait jamais. Je faisais ce que je pouvais, je cuisinais pour eux tous les dimanches, j'aidais Lucas avec ses devoirs de mathématiques à la table de la cuisine, je payais les plus grosses factures quand elles arrivaient. C'était naturel. Ils étaient ma famille, et après avoir perdu Sylvie, ils étaient tout ce qui me restait. Lucas était un garçon spécial. Grand pour son âge, avec des cheveux bruns toujours un peu ébouriffés et des yeux noisettes qui semblaient voir plus qu'il ne le disait. Il était bon à l'école, surtout en mathématiques et en histoire, mais ce qui m'impressionnait le plus était sa capacité d'observation. Pendant que les autres garçons de son âge étaient toujours collés aux jeux vidéo, il préférait lire ou s'asseoir dans le jardin à regarder les nuages. « Grand-père, me dit-il une fois pendant que nous taillions ensemble les roses de Sylvie, tu crois que grand-mère nous voit de là-haut? » J'en suis sûr, répondis-je, sentant un nœud dans la gorge. Et je suis sûr qu'elle est fière de toi. De maman aussi? Cette question me frappa. Lucas avait toujours eu une relation compliquée avec Camille. Il l'aimait, mais parfois il semblait plus mature qu'elle, plus conscient des conséquences des actions. De maman aussi, dis-je, même si dans mon cœur je commençais à avoir des doutes. Les problèmes ont commencé il y a 6 mois, quand Camille a rencontré Julien Moreau.
Je l'ai vu pour la première fois un dimanche soir de mars, quand Camille l'a amené dîner. C'était un homme de 40 ans, cheveux noirs peignés en arrière avec trop de gel, habillé d'une veste en cuir qui semblait chère et d'une montre dorée qui brillait sous la lumière du lustre. Il parlait beaucoup, riait fort, et avait cette assurance typique de quelqu'un qui sait qu'il est charmant. « Papa » me dit Camille pendant que nous débarrassions, ses yeux brillaient comme je ne les avais pas vus depuis des années. Julien a des idées fantastiques. Il monte une affaire d'import-export. Il dit qu'on pourrait gagner beaucoup. Lucas, qui jusqu'alors était resté silencieux à jouer avec les miettes sur la table, leva les yeux de son téléphone. « Quel genre d'import-export » demanda-t-il de cette voix calme qu'il avait héritée de sa grand-mère. Julien sourit, mais je vis dans ses yeux un éclair d'agacement. « Des trucs compliqués, gamin. De l'électronique de Chine, tu vois. Quand tu seras grand, tu comprendras. » Cette réponse ne me plut pas. Un homme honnête n'a pas de problème à expliquer son travail, surtout à un garçon intelligent comme Lucas. Et puis, il y avait quelque chose dans la façon dont Julien regardait notre maison, comme s'il faisait un inventaire de tout ce que nous possédions. « Et toi, Julien » demandai-je en servant le café dans les tasses du dimanche, celles en porcelaine que Sylvie n'utilisait que pour les occasions spéciales, « depuis quand tu fais ce travail ?»« Oh, depuis plusieurs années, répondit-il vaguement. J'ai commencé petit, mais maintenant j'agrandis. Le marché chinois, c'est une mine d'or, Pierre. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Et comment on s'y prend dans ce marché, insistai-je. Julien rit, mais c'était un rire forcé. C'est compliqué à expliquer. Il y a beaucoup de variables, beaucoup de facteurs à considérer. Lucas me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Plus tard, pendant que Julien et Camille étaient sur le balcon à fumer, il s'approcha de moi. « Grand-père, chuchota-t-il, tu as remarqué qu'il n'a répondu à aucune de tes questions ?» « Je l'ai remarqué, répondis-je, sentant un poids dans l'estomac. Dans les semaines qui suivirent, Julien devint une présence constante à la maison. Il arrivait toujours avec des cadeaux, des fleurs pour Camille, une bouteille de Bordeaux pour moi, quelques gadgets technologiques pour Lucas. Mais quelque chose ne collait pas. Ses vêtements étaient toujours trop élégants pour quelqu'un qui montait une affaire. Sa voiture, une BMW série 3 noire avec des jantes chromées, semblait sortir du concessionnaire. Et surtout, il ne travaillait jamais. Il était toujours disponible, toujours prêt pour un dîner dehors ou un week-end à la mer. « Camille, lui dis-je un soir pendant que Julien était aux toilettes, tu es sûr de bien connaître ce garçon. » Nous étions assis sur le canapé du salon, sous le portrait de mariage de Sylvie et moi. Camille avait un magazine de mode à la main, mais elle ne le lisait pas. Elle avait ce regard rêveur que je connaissais bien. « Papa, s'il te plaît, » me répondit-elle avec un soupir. « Tout le monde n'est pas comme toi, qui a travaillé dans la même usine toute sa vie. Le monde a changé. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de gagner de l'argent. » De nouvelles opportunités, répétai-je, goûtant ces mots comme s'ils étaient amers. Et lesquelles seraient-ce? Julien m'a tout expliqué. Il a des contacts en Chine, il importe des produits électroniques qu'il revend ensuite en ligne. Smartphone, tablette, écouteurs sans fil. Tout est légal, papa. Et les bénéfices sont incroyables. Il dit qu'avec un investissement initial on peut tripler le capital en 6 mois. Lucas, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine, leva encore la tête. « Maman, si les bénéfices sont si incroyables, pourquoi il a besoin de notre argent? » Camille rougit. « Il n'a pas besoin de notre argent, Lucas. C'est juste que, pour bien lancer l'affaire, il faut un investissement initial. C'est normal dans les affaires. » Combien, demandai-je, sentant le poids dans mon estomac devenir de plus en plus lourd. Pas beaucoup. 5 000 € pour commencer. 5 000 €. 2 mois de ma retraite de 1 300 €. 2 mois de vie. Mais je voyais la lumière dans les yeux de Camille, cette même lumière qu'elle avait enfant quand elle me demandait d'acheter une glace ou un jouet qu'elle avait vu en vitrine. Comment pouvais-je dire non? D'accord, dis-je, sentant les mots sortir de ma bouche comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Mais je veux voir les documents. Contrat, facture, tout.
Bien sûr, papa. Julien apportera tout la semaine prochaine. La semaine suivante arriva, et Julien apporta effectivement des documents. Des feuilles pleines de tampons et de signatures que je ne comprenais pas, écrites dans un français trop compliqué et avec des références à des sociétés que je n'arrivais pas à vérifier. Il y avait des noms comme Eurotech Import SARL et Dragon Electronics Trading, avec des adresses à Paris et Marseille qui semblaient vraies mais que je n'arrivais pas à contrôler. Tu vois, Pierre, dit Julien en m'expliquant les feuilles avec la patience de quelqu'un qui parle à un enfant, ça c'est le contrat avec les fournisseurs chinois. Et ça c'est l'accord de distribution pour le sud-est de la France. Tout est régulier, tout est transparent. Mais Camille était si enthousiaste que je mis mes doutes de côté. Je la voyais déjà imaginer une vie différente, une vie où elle n'aurait plus à se soucier de joindre les deux bouts, où elle pourrait acheter de nouveaux vêtements pour Lucas et peut-être même se permettre des vacances. Je retirai 5 000 € du compte que j'avais partagé avec Sylvie toute ma vie. Le compte où nous avions mis chaque centime pendant 40 ans, renonçant aux vacances, au restaurant, aux petits luxes que nous aurions pu nous permettre. Chaque fois que Sylvie voyait une robe qui lui plaisait ou que je désirais une voiture neuve, nous nous regardions et disions, mieux vaut mettre de côté pour l'avenir. Cet avenir était arrivé, et je le donnais à un étranger. Ce n'est que le début, me dit Camille en me serrant fort dans ses bras, le parfum de son shampoing me rappelait quand elle était petite. Dans 6 mois, nous aurons triplé cette somme. Nous pourrons rénover la maison, acheter une nouvelle voiture pour toi, envoyer Lucas dans une école privée. Mais 6 mois n'arrivèrent jamais. Après 2 semaines, Julien revint avec une histoire compliquée sur des problèmes douaniers et la nécessité de 10 000 € supplémentaires pour débloquer la situation. Il parlait de fonctionnaires corrompus, de dossiers bloqués, de conteneurs coincés au port de Marseille. C'est juste un contretemps temporaire, expliqua-t-il pendant que nous étions assis dans la cuisine, ses mains gesticulant nerveusement. Ça arrive toujours les premiers mois. Mais si on n'intervient pas tout de suite, on perd tout l'investissement. Camille me regarda avec ses yeux que je n'arrivais pas à refuser depuis qu'elle était petite. Les mêmes yeux qu'elle m'avait fait quand à 10 ans elle voulait le chien, ou quand à 16 ans elle voulait partir en voyage scolaire. C'est la dernière fois, papa. Je te le promets. 10 000 €. Presque tout ce qui restait sur le compte principal. Mais comment pouvais-je dire non? Comment pouvais-je risquer de perdre aussi les premiers 5 000? Lucas ne dit rien ce soir-là, mais je le vis prendre des notes dans un carnet noir qu'il gardait toujours avec lui. Quand je lui demandai ce qu'il écrivait, il me répondit « Rien, grand-père. » Juste des pensées. Les problèmes continuèrent à arriver comme des vagues pendant une tempête. D'abord ce furent 5 000 € supplémentaires pour des taxes imprévues. Puis 3 000 pour des frais d'entrepôt. Chaque fois Julien avait une explication plausible, chaque fois Camille me regardait avec cette confiance aveugle qui me brisait le cœur. « Papa, me dit-elle un soir pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, je sais que ça semble beaucoup, mais pense à ce qu'on aura après. Lucas pourra aller à l'université sans souci. Je pourrai arrêter de travailler et me consacrer à quelque chose qui me plaît vraiment. Et toi, tu pourras enfin te reposer sans penser à l'argent. » En 4 mois, nous avions dépensé 35 000 €. Pratiquement toutes nos économies. Le compte qui montrait autrefois une somme rassurante était maintenant presque vide, et chaque fois que j'allais au distributeur, je sentais mon estomac se contracter. « Camille, lui dis-je un soir, quand Julien n'était pas là, il faut que je te parle. » Nous étions assis dans la cuisine, la même cuisine où Sylvie préparait le déjeuner du dimanche, où j'avais aidé Camille avec ses devoirs de mathématiques, où nous avions fêté chaque anniversaire de Lucas. La lumière chaude de la lampe au-dessus de la table créait une atmosphère intime, mais je ne sentais que le poids de ce que je devais dire. « L'argent est fini, lui dis-je, les mots sortant difficilement de ma gorge. Je ne peux plus vous aider. » Camille éclata en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes délicates, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. « Papa, tu ne comprends pas. Nous sommes si près du succès. Julien dit que la semaine prochaine le premier conteneur de Chine va arriver. Nous récupérons tout et gagnerons le double. Camille, écoute-moi. En 45 ans de travail, j'ai appris une chose, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai,
en général ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas, cria-t-elle, se levant brusquement et faisant tomber la chaise. Tu es vieux, papa. Tu appartiens à une autre époque. Le monde a changé, et tu n'arrives pas à le voir. Tu continues à penser comme un ouvrier des années 70. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Vieux. Appartenant à une autre époque. Moi, qui avais travaillé chaque jour de ma vie pour lui donner tout ce qu'elle n'avait pas eu dans ses 8 premières années. Moi, qui avais renoncé à tout pour lui construire un avenir. Peut-être que tu as raison, dis-je d'une voix brisée, sentant soudain tout le poids de mes 68 ans. Peut-être que je suis trop vieux pour comprendre. Lucas, qui avait tout entendu de sa chambre, descendit les escaliers. Il portait un pyjama et avait les cheveux ébouriffés, mais ses yeux étaient complètement éveillés. « Maman, dit-il de sa voix calme, grand-père n'est pas vieux. Il est sage. Il y a une différence. » « Ne te mêle pas de ça, lui répondit Camille, encore en colère. Tu n'es qu'un garçon. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde des affaires. Je suis un garçon qui sait utiliser Internet, répliqua Lucas, et dans sa voix il y avait une détermination que je ne lui avais jamais entendue. Et qui sait faire des recherches. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda Camille, soudain pâle. Rien, maman. Bonne nuit. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je restais éveillé à regarder le plafond de la chambre que j'avais partagée avec Sylvie, pensant à toutes les erreurs que j'avais faites. Peut-être que Camille avait raison. Peut-être que j'étais vraiment trop vieux pour comprendre le monde moderne. Peut-être que mes 45 ans d'usine m'avaient rendu aveugle aux nouvelles opportunités. Mais le lendemain, Lucas me demanda de l'accompagner en centre-ville. Où allons-nous, lui demandai-je pendant que nous marchions rue de la République, passant devant le magasin où travaillait Camille. Chez Maître Blanc, répondit-il. Celui qui a fait le testament de grand-mère. Pourquoi? Parce que j'ai quelques questions à poser. Maître Blanc était un homme de 60 ans que je connaissais depuis 20 ans. Son étude était dans un immeuble d'époque près de la place Bellecour, avec des meubles en bois sombre et des étagères pleines de codes et de livres de droit. Quand Lucas lui expliqua ce qui se passait, son visage devint sérieux. « Mon garçon, dit-il en enlevant ses lunettes pour les nettoyer nerveusement, ce que tu me décris ressemble à une escroquerie classique. Schéma de Ponzi, ça s'appelle. Tu as les noms des sociétés. » Lucas sortit son carnet noir et lut une liste de noms qu'il avait copiés des documents de Julien. Le notaire alluma l'ordinateur et commença à faire des recherches. Ses doigts volaient sur le clavier pendant qu'il naviguait entre les sites du registre du commerce et des greffes des tribunaux. Après 10 minutes, il secoua la tête. 2 de ces sociétés ont été fermées pour faillite frauduleuse, dit-il en imprimant quelques documents. Une n'a jamais existé. Et la dernière appartient à un certain Julien Moreau qui a des antécédents pour escroquerie et abus de confiance. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Lucas prit ma main avec une force que je ne savais pas qu'il avait. « Grand-père, dit-il, il faut tout dire à maman. » Mais quand nous rentrâmes à la maison, Camille et Julien n'étaient pas là. Ils avaient laissé un mot écrit de l'écriture précipitée de Camille. Nous sommes partis à Paris pour conclure l'affaire la plus importante. Nous rentrons demain soir. Préparez-vous à fêter. Cette nuit-là, Lucas et moi restâmes éveillés à parler dans le salon, sous le regard des photos de famille qui semblaient nous juger. « Grand-père, me dit-il, assis dans le fauteuil de Sylvie, maman t'aime. Elle est juste confuse. Je sais, Lucas. Mais je ne sais pas comment l'aider. Moi si, dit-il avec une détermination qui me donna des frissons. Demain soir, quand ils reviendront, je serai prêt. Le lendemain, Lucas disparut tout l'après-midi. Quand il revint vers 6 heures, il avait une chemise plastique bleue pleine de documents. « Qu'est-ce que c'est » lui demandai-je. « La vérité » répondit-il. Camille et Julien rentrèrent vers 8 heures du soir. Ils étaient euphoriques, riaient et s'embrassaient comme 2 adolescents amoureux. « Papa » cria Camille en courant m'embrasser. « Nous avons réussi. Le contrat est signé. Dans une semaine nous aurons les premiers bénéfices. 50 000 €, papa. 50 000 €.
Julien souriait avec son assurance agaçante, la veste en cuir ouverte sur une chemise blanche qui semblait coûter plus que ma retraite mensuelle. « Pierre, dit-il en me tapant sur l'épaule, je dois admettre qu'au début j'étais inquiet de votre méfiance. Mais maintenant je comprends que c'était juste de la prudence. Un homme sage. » « Oui, dis-je, sentant un goût amer dans la bouche. Un homme sage. » Lucas descendit les escaliers avec sa chemise bleue. Il portait une chemise blanche et un bon pantalon, comme s'il se préparait pour un événement important. « Maman, dit-il, je peux te parler un moment? »« Bien sûr, chérie. Mais d'abord je dois te raconter tout ce qui s'est passé à Paris. Nous avons rencontré les représentants chinois, et... » « Écoute-moi d'abord, insista Lucas. S'il te plaît. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit taire tout le monde. Même Julien arrêta de sourire et le regarda attentivement. Lucas ouvrit la chemise et sortit le premier document. « Ceci, dit-il d'une voix claire et ferme, est le certificat de fermeture de la société Eurotech Import S.A.R.L., daté d'il y a 6 mois. Motif, faillite frauduleuse. » Camille pâlit. « Lucas, qu'est-ce que... » Ceci, continua Lucas en sortant une autre feuille, est le casier judiciaire de Julien Moreau, né à Marseille le 15 mars 1983. 3 condamnations pour escroquerie, 2 pour abus de confiance, 1 pour faux et usage de faux. Julien bondit sur ses pieds, le visage devenant rouge. « Gamin, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce sont des documents falsifiés. » « Je sais exactement de quoi je parle, » répliqua Lucas avec un calme qui me donna des frissons. « Ceci est le relevé du compte bancaire que tu as ouvert avec l'argent de grand-père. 35 000 € entrés, 32 000 déjà dépensés. Pourquoi? Vêtements, restaurant, les traites de la BMW et un voyage aux Maldives avec une autre femme. » Camille s'assit lourdement sur la chaise, le visage blanc comme un drap. « Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. » Lucas s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule avec une tendresse qui m'émut. « Maman, ceci est le relevé de ton compte. Hier soir, pendant que tu étais à Paris, quelqu'un a retiré les derniers 3 000 € que tu avais. Devine qui avait à carte. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Elle se tourna vers Julien, qui avait complètement perdu son assurance et ressemblait maintenant à un animal pris au piège. « C'est vrai, » demanda-t-elle d'une voix brisée. Julien tenta de sourire, mais c'était un sourire désespéré. « Camille, chérie, le gamin a tout mal compris. Je peux tout expliquer. »« Explique ça, » dit Lucas en sortant le dernier document. « Ceci est une photo que j'ai prise hier devant ton appartement cours Lafayette. Toi et une blonde que tu embrasses passionnément. L'heure est 14h30. Au même moment où tu disais à maman que tu étais en réunion avec les clients chinois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille regardait les documents comme s'ils étaient des serpents venimeux. Julien regardait la porte, calculant s'il pouvait s'échapper avant que quelqu'un ne l'arrête. « 35 ans, » dit Camille d'une voix qui tremblait comme une feuille. 35 ans d'économie de papa. « Camille, je peux tout expliquer, » balbutia Julien, sa voix devenant aiguë. « C'est juste un malentendu, cette femme n'est qu'une cliente. »« Assez !» cria Camille, se levant brusquement avec une force que je ne lui avais jamais vue. « Assez de mensonges. » Pour la première fois depuis des mois, je revis ma Camille. Pas la femme aveuglée par l'amour, mais la petite fille forte que j'avais élevée, celle qui ne se laissait intimider par personne. « Tu veux tes vêtements, » continua-t-elle, sa voix devenant de plus en plus forte. « Ils sont dans la cour. » Je les ai jetés par la fenêtre pendant que Lucas me montrait les photos. Julien courut à la fenêtre et regarda en bas. Dans la cour, ses vêtements coûteux étaient éparpillés sur l'asphalte mouillé par la pluie du soir. La veste en cuir, les chemises de marque, les pantalons élégants, tout réduit à des chiffons mouillés. « Tu es folle, » hurla-t-il, perdant complètement le contrôle. Ça coûtait des milliers d'euros. « Notre argent !» cria Camille, et dans sa voix il y avait toute la douleur et la colère de moi de tromperie. L'argent que mon père a gagné en travaillant 12 heures par jour pendant 45 ans. Lucas s'approcha de Julien. Bien qu'il n'ait que 15 ans,
il le regarda droit dans les yeux sans peur, avec une dignité qui me remplit de fierté. « Maintenant tu pars, dit-il d'une voix qui n'admettait pas de réplique. Et tu ne reviens jamais. Tu ne peux pas me dire quoi faire, gamin, grogna Julien, mais dans sa voix il y avait plus de peur que de colère. Non, dit Lucas, mais je peux appeler la police et te dénoncer pour escroquerie. J'ai tous les documents. Et aussi les noms des autres femmes que tu as escroquées. Oui, parce que j'ai fait ces recherches aussi. 5 femmes ces 2 dernières années. Toutes avec la même histoire. Julien nous regarda tous, puis se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers Camille avec une dernière tentative de manipulation. « Tu vas le regretter, dit-il. Sans moi, tu n'es personne. » Camille le regarda avec un mépris que je ne lui avais jamais vu, ses yeux brillant d'une force nouvelle. « Sans toi, dit-elle, je redeviens moi-même. » Quand la porte se ferma, Camille s'effondra sur la chaise et commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de honte, de colère, de douleur pour tout ce qu'elle avait perdu et fait perdre. « Papa, sanglota-t-elle, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu être si stupide? » Je m'assis à côté d'elle et la pris dans mes bras, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle avait fait un cauchemar. Je sentais son corps trembler contre le mien, et pendant un moment elle redevint cette petite fille de 8 ans qui avait besoin de protection. Nous faisons tous des erreurs, Camille. L'important c'est d'apprendre de ses erreurs. Mais l'argent, toutes vos économies, 40 ans de sacrifice. L'argent peut se regagner, dis-je, même si je savais qu'à mon âge ce n'était pas vrai. Ce qui compte c'est que la famille soit de nouveau unie. Lucas s'assit de l'autre côté de Camille. « Maman, dit-il, grand-père a raison. Et puis, tout n'est pas perdu. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Camille en s'essuyant les yeux avec le mouchoir que je lui avais donné. Lucas sourit pour la première fois depuis des semaines. « J'ai fait d'autres recherches. Julien a escroqué au moins 5 autres personnes ces 2 dernières années. Si nous nous unissons et portons plainte ensemble, nous avons de bonnes chances de récupérer au moins une partie de l'argent. » « Vraiment ?» demandai-je, sentant une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. « Vraiment. Et j'ai déjà contacté les autres victimes. Ils sont tous prêts à témoigner. Une dame de Paris a perdu 50 000 €. Un retraité de Nice 30 000. Ensemble nous faisons une belle somme. Dans les jours qui suivirent, notre maison redevint ce qu'elle avait toujours été, un refuge de paix et d'amour. Camille reprit son travail avec une détermination nouvelle, Lucas continua ses études avec la maturité d'un adulte, et moi, je retrouvai ma famille. La plainte contre Julien avança rapidement. Lucas avait rassemblé tant de preuves que le procureur qualifia l'affaire de « béton ». Julien fut arrêté au bout d'une semaine et condamné à 4 ans de prison. Nous pûmes récupérer 18 000 € de ses biens saisis. Pas tout, mais assez pour recommencer. Camille ne parla plus jamais d'investissement miraculeux ou de gains faciles. Elle commença à suivre des cours du soir pour devenir comptable, disant qu'elle voulait apprendre à gérer l'argent correctement. « Papa, me dit-elle un soir pendant que nous dînions tous les 3 ensemble, je te demande pardon. Pas seulement pour l'argent, mais pour les choses que je t'ai dites. Tu n'es pas vieux. Tu es la personne la plus sage que je connaisse. Et toi, dis-je en regardant Lucas, tu es le héros de cette famille. » Lucas rougit. « Je ne suis pas un héros, grand-père. J'ai juste fait ce qui était juste. » « Exactement, dis-je. Et c'est exactement ce qui fait un héros. » Ce soir-là, pendant que nous regardions la télévision tous les 3 sur le canapé, je sentis de nouveau le parfum de la maison. Pas le parfum du café de Sylvie, qui me manquait encore chaque jour, mais le parfum d'une famille qui avait traversé la tempête et en était sortie plus forte. Lucas avait raison, parfois la justice ne vient pas des adultes, mais de ceux qui ont encore le courage de distinguer le bien du mal. Et parfois, pour voir la vérité, il suffit d'avoir 15 ans et un cœur pur. 6 mois plus tard, Camille rencontra Antoine, un veuf de 45 ans qui travaillait comme professeur de mathématiques au lycée. Un homme simple, honnête, qui la faisait rire sans lui promettre des richesses impossibles. Quand elle me le présenta, Lucas me chuchota à l'oreille, « Celui-là est différent, grand-père.
Celui-là est des nôtres. Il avait raison cette fois encore. Aujourd'hui, pendant que j'écris cette histoire, je regarde par la fenêtre la cour où étaient autrefois éparpillés les vêtements coûteux d'un escroc. Maintenant il y a un petit potager que Lucas a planté, avec des tomates et du basilic qui poussent fort sous le soleil de Lyon. La vie nous a enseigné que la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans les personnes qui restent à vos côtés quand tout semble perdu. Et que parfois, la plus grande sagesse vient de ceux qui ont encore tout à apprendre, mais savent déjà ce qui est juste. Camille gère maintenant la comptabilité de 3 petites entreprises du quartier. Lucas étudie pour devenir avocat, disant qu'il veut aider les gens comme nous. Et moi? Je continue d'être le grand-père le plus fier de Lyon. Parce que j'ai appris que peu importe ton âge ou combien d'erreurs tu commets. Ce qui compte, c'est d'avoir près de toi des personnes qui t'aiment assez pour te dire la vérité, même quand ça fait mal. Et parfois, cette personne n'a que 15 ans et un carnet plein de notes. Si cette histoire vous a ému, laissez un like et racontez-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous trouvé la force de réagir? Vos mots pourraient inspirer quelqu'un qui traverse une période difficile. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de courage, de famille et de justice qui changent la vie.